Bienvenue à PEM, émission spéciale ce matin dans La Voix est libre. Nous sommes dans un des plus beaux villages de France, sur les bords de la rivière l'Ognon, juste à la frontière entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Et c'est de la fusion entre nos deux régions que nous allons parler. Qu'est-ce qui va changer pour les citoyens avec ce rapprochement? On en débat maintenant, c'est La Voix est libre. Dans un peu plus d'un an, vous voterez pour un nouveau conseil régional d'une nouvelle région, une grande région qui réunira la Bourgogne et la Franche-Comté. Une fusion voulue par le président de la République, une fusion souhaitée et engagée par les deux présidents socialistes de Franche-Comté et de Bourgogne, Marie-Guide Dufay et François Patria, qui sont nos invités pour une émission exceptionnelle. Bonjour à tous les deux, bonjour à vous. Lilian, merci d'être venu de Dijon, c'est un peu plus loin que Besançon, vous aviez un peu plus de route que nous ce matin. Bien passé. Alors, madame, monsieur, viendront débattre avec nous également au cours de cette émission François Berthelon, le président du Conseil économique, social et environnemental de Bourgogne, le Césaire, qui vient de rendre un avis sur le projet de fusion. Difficile mais pas impossible, dit-il. Il nous expliquera pourquoi et quelles sont les conditions de réussite de cette fusion selon lui. Et puis également sur ce plateau dans quelques minutes, le sénateur UMP du Doubs, Jacques Grosperrin, élu municipal à Besançon, une ville qui est aujourd'hui capitale régionale et qui craint de devenir une sous-préfecture de Dijon. On en parlera avec lui. Et puis vous aussi, vous pouvez participer à cette émission devant votre télévision, votre ordinateur, en commentant tout ce qui se passe dans La Voix est libre avec le mot dièse fusion BFC comme fusion Bourgogne-Franche-Comté. Marie-Guide Dufay, François Patria, on a envie de vous poser deux questions. Pourquoi et pourquoi? Pourquoi fusionner et pourquoi faire? Et d'abord, pourquoi comme ça? En parlant de taille, pour commencer, les deux régions Bourgogne et Franche-Comté sont de petites régions à l'heure actuelle. La nouvelle région sera la seule sous les 3 millions d'habitants avec la Corse, 13e sur 14 en termes de PIB, de produit intérieur brut. Finalement, cette réforme ne va rien changer. On était petits, on va rester petits, Marie-Guide Dufay. Mais il faut toujours des petits et des grands. Mais à partir du moment où nous serons unis, nous serons beaucoup plus forts et nous pourrons faire à deux ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui séparément. Et nous nous battons essentiellement pour être d'abord aux côtés des acteurs économiques. Et pour cela, il faut une force de frappe au niveau financier que nous n'avons pas chacun du fait de notre petite taille et de la faiblesse de nos budgets. En unissant nos budgets, nos moyens, nous pourrons nous voir ouvrir les portes de l'Union européenne, par exemple. Et donc ça, c'est un avantage immédiat. Alors qu'il y ait des petites et des grandes régions, ben oui, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'on va pouvoir faire de plus pour les acteurs pour lesquels nous travaillons, parce que nous serons unis. L'échelle de la taille, elle est pourtant importante, puisqu'on dit beaucoup qu'il faut de grandes régions pour être concurrentiel avec d'autres structures équivalentes, comme l'Allemagne par exemple. François Patria, vous êtes sénateur. Il y a eu un amendement au Sénat il y a quelques jours qui proposait plutôt de rajouter la Bourgogne et la Franche-Comté à la Lorraine et à Champagne-Ardenne. Est-ce que ça ferait pas, du coup, une région qui, alors elle, serait extrêmement puissante, qui aurait beaucoup de moyens? Serait-elle gouvernable? Serait-elle gouvernable? Est-ce que l'ensemble de ces régions, aujourd'hui individualisées, se retrouveraient dans ce schéma? Ça peut se concevoir dans d'autres territoires, où on voit très bien qu'une partie de la région Limousin ou de la Charente-Maritime reconnaît de facto qu'elle appartient à l'Aquitaine. Donc le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas. Pour nous, c'est différent. Aujourd'hui, la Lorraine, la Champagne-Ardenne, ne se reconnaissent pas dans une région proximale avec la nôtre. Ils ont leur identité, ils ont leur histoire, ils ont leur vécu, comme nous deux ici, mais ils n'aspirent pas à cette... Le problème a été posé. Il y avait 3 scénarios. Premier scénario, c'est l'effacement. Si on écoute les territoires, certains départements, y compris en Franche-Comté comme en Bourgogne, aspirent à aller dans d'autres territoires. La Saône-et-Loire a manifesté à un moment son intention d'aller en Rhône-Alpes, Lyon, d'aller en région parisienne, ici le territoire de Belfort en Alsace. L'effacement, ce n'est pas ce que nous avons souhaité. Le deuxième scénario, c'est celui de la très grande région, avec une capitale peu identifiée et avec une gestion difficile. Je crois que nous avons choisi la troisième solution, celle de la raison et de la passion entre nous. Vous voyez, un petit clin d'œil pour vous faire sourire. Au moment où nos amis
socialistes se disputent beaucoup à Paris. Vous trouvez ici 2 socialistes qui s'entendent bien. Ben, c'est plutôt sympathique. Mais est-ce que ne fallait-il pas arrimer, vous parlez de développement économique, ce sera la compétence principale des futures grandes régions, ne fallait-il pas arrimer nos 2 petites régions à des métropoles qui sont aujourd'hui les locomotives de l'économie en France ? Parce que finalement, on a l'impression que vous avez été très volontaristes tous les deux sur cette question pour éviter justement d'être absorbés par une plus grande région avec un dynamisme propre. Non, c'est pas du tout c'est pas notre démarche. Moi, le schéma métropolitain, je l'ai réfléchi aussi, Marguerite l'y a pensé aussi. Et dans le même temps, nous avons pensé que nous avons tellement de similitudes, tellement d'histoires en commun, tellement de pôles économiques qui nous rapprochent déjà aujourd'hui. Une vie que nous avons commencé ensemble avec l'université, avec nos pôles de compétitivité, avec nos réflexions sur le financement, que nous avions déjà ensemble. Et puis l'idée, c'est de faire une région, certes, qui est grande géographiquement, mais qui va être une région tampon entre les 2 grandes régions françaises que sont l'Île-de-France et Rhône-Alpes. Une région peut-être où il y aura un climat social, un climat économique, un climat de développement qui va se développer mieux qu'ailleurs. Donc nous y avons réfléchi. Le schéma métropolitain, alors il faut le décliner sur tout le territoire, mais alors il bouleverse complètement le paysage économique français. Ce schéma-là, je crois que c'est le choix à la fois de la raison et un peu de la passion. Marie-Guy Dufay, on a parlé de compétences. Vous avez dit tout à l'heure en ouverture, il y a des choses qu'on fera mieux. Pour les gens qui nous regardent, les Bourguignons, les Franc-Comtois, qu'est-ce que vous ferez mieux quand vous serez à 8 départements au lieu de 4 ? On accompagnera mieux les chefs d'entreprise, on accompagnera mieux tous les porteurs de risques, tous ceux qui prennent des risques pour innover et pour créer des entreprises. Or, c'est derrière l'emploi qui se crée de cette façon-là. Et le moteur de la région aujourd'hui, c'est celui-là, c'est de créer pour les habitants des emplois et donc de créer les conditions qui facilitent ces emplois. Et aujourd'hui, il faut prendre des risques aux côtés des porteurs de projets. Cela nécessite des mises de fonds, des avances remboursables, des apports en fonds propres qui nécessitent des budgets plus importants que nous ne pouvons le faire séparément. Mais en même temps, vos 2 budgets, l'un additionné à l'autre, ils vont être divisés de la même manière. Je vous ai dit que nous pourrions aussi avoir des moyens qui viennent de l'Europe que nous ne pouvons pas avoir aujourd'hui parce que la Banque européenne d'investissement, eh bien, elle a besoin de budget plancher ou plafond, je ne sais pas comment il faut dire, mais on ne peut emprunter qu'à partir d'un certain montant de budget. Et là, nous serons plus forts pour aller chercher ces moyens à l'Europe. Et puis, de toute façon, en unissant nos moyens d'innovation à travers nos laboratoires de recherche, et on sait que derrière la recherche, derrière l'innovation, ce sont les emplois de demain, eh bien, incontestablement, nous prenons un axe là qui est stratégique pour la création d'emplois. Les autres compétences, les lycées, les TER par exemple, en quoi est-ce que si la région est plus grande, elles vont être mieux gérées ces compétences ? Bien, les TER, c'est un exemple parfait. Vous savez que nous avons un réseau très dense de trains en Bourgogne, qu'il est un peu moins dense ici, et que nos conventions étaient un peu différentes. Eh bien, je vous assure que pour discuter demain avec Guillaume Pépi et la SNCF, lorsque nous allons y aller d'une seule voix, que nous allons poser nos problématiques et que nous allons rassembler l'ensemble des données de ce territoire sujet, nous serons plus forts pour discuter. Là, je pense que nous pourrons demain avoir une meilleure convention en étant 2 qu'en étant chacun de notre côté. Donc on gagnera de l'argent. Là, on gagnera, il y a des millions à gagner. Alors justement, puisqu'il parle gagner de l'argent, c'est ce que François Hollande avait évoqué quand il a lancé l'idée de la fusion des régions, c'était faire des économies. On a un peu l'impression que cette idée de faire des économies, elle est en train de disparaître, de s'évanouir un petit peu finalement dans le débat. Concrètement, Marie-Guy Dufay, François Patriat, est-ce que cette nouvelle région va permettre de faire des économies ? Nous avons toujours affirmé que ce n'était pas le premier motif. Le premier motif, c'est de booster l'économie et d'être aux côtés des acteurs économiques. Mais les économies, elles viendront. Simplement, elles ne vont pas venir tout de suite. Elles viendront tout de suite, mais pas de façon extrêmement conséquente, parce que nous allons procéder à des achats communs, des achats informatiques, des achats d'équipements. Nous allons procéder à des appels d'offres communs. Donc là, en mutualisant nos services, nous ferons des économies. Mais c'est plus tard, au fur et à mesure de l'évolution des services. Sur les personnels aussi. Mais cela se fera... Oui, mais cela ne pourra se faire que progressivement. Les personnels, ils ont un statut de la fonction publique, fait que demain, il y a probablement des postes qui ne seront pas remplacés quand ils partiront en retraite.
au fur et à mesure de la réorganisation. Mais tout cela va se faire de façon progressive. C'est pour cela que les économies viendront, mais progressivement. On parle argent, on peut parler ressources peut-être aussi, Oui. c'est le moment. Avec quel argent, Marie-Guy Dufay, vous nous parlez des budgets européens qui pourraient être attribués à une région plus grande parce que plus visible. Vous allez, en tant que grande région, récupérer notamment une partie des compétences des départements. Est-ce que vous entendez récupérer, est-ce que vous aurez les moyens de récupérer notamment la fiscalité des départements? Marie-Guy Dufay. Le sujet des moyens et donc le sujet de la fiscalité, il est en débat actuellement, hein. Pour nous, il y a 3 conditions à la réussite de cette réforme, au-delà du changement de périmètre, c'est que les compétences soient extrêmement clarifiées et ça, c'est l'objet de la loi qui va venir en débat, et derrière les compétences, que des moyens soient attribués. Le Premier ministre s'y est engagé quand il est venu à Toulouse au Congrès des régions de France en disant « Je constate qu'effectivement, face aux responsabilités que nous attendons des régions, les moyens ne sont pas au rendez-vous. Il faut travailler ces moyens et il faut vous attribuer effectivement une fiscalité que vous n'avez pas aujourd'hui. C'est en débat et effectivement, avec le transfert de certaines compétences des départements, on imagine qu'il peut y avoir du transfert de fiscalité, mais tout cela est en train d'être travaillé. François Patria, sur cette question, on le rappelle aujourd'hui, la marge de manœuvre, notamment fiscale des régions, est très réduite. Il n'y a pas de fiscalité dans les régions, que les choses soient claires. Nous n'avons plus de fiscalité, sinon les cartes grises. 90% 8% et plus de budget. nos ressources, 92, ce sont des dotations. Dotations qui sont intervenues après une réforme que j'ai dénoncée à l'époque, parce qu'elle était d'abord inaboutie et injuste, la réforme de la taxe professionnelle qui a été la fin de l'autonomie des régions. Mais donc aujourd'hui, on vous revenir, demande de attendez, un faire instant, du développement économique sans que vous en ayez les moyens. Attendez, un instant avant. On a tout de suite rentré, non pas dans le détail, mais dans la technique de la fusion. On n'a pas posé la première question. Faut-il réformer? Pourquoi réformer? La France est sclérosée et ne veut pas se réformer pour des tas de raisons, pour des raisons des corps sociaux, pour des raisons des habitudes des gens, pour des raisons intellectuelles parfois purement. Et moi je pense que la France a besoin de se réformer. Je crois les états-majors économiques le demandent, l'Europe nous le demande, et il y a ceux qui dans ce territoire voudraient encore sanctuariser la sclérose. Donc nous devons nous réformer. Et nous devons nous réformer pour 2 raisons. Première raison, nous devons être plus efficaces et mettre en commun nos moyens. Je vous redonne un exemple qui n'a pas été cité. Si demain, par exemple, on fait une société d'économie mixte d'énergie renouvelable, demain, si on la fait à 2, elle aura plus de moyens, comme l'a dit Marie-Guy, pour aller chercher de l'argent à l'Europe, à l'État, à la BE et ailleurs. On pourra demain, si on fait demain des financements pour la recherche, on l'a dit, on sera plus fort aussi pour le faire. Alors maintenant, nos ressources. Les ressources, je crois que le Premier ministre a avancé au congrès de l'ARF à Toulouse il y a 8 jours, 10 jours, en disant, bien entendu, maintenant, si des compétences sont transférées, et vous avez remarqué que les régions ne demandent pas plus de compétences. Si demain on leur donne les routes avec les trains, ça a une cohérence. Si on leur donne les collèges avec les lycées, et je reviens sur le terme de proximité qui est toujours invoqué par ceux qui sont hostiles, nous gérons aujourd'hui des lycées qui sont à 200 km de la capitale régionale. Et nous les gérons en proximité. Donc le problème de la proximité est un faux problème. Mais demain, si nous avons des compétences supplémentaires, et j'ai dit que nous n'en cherchions pas beaucoup, les régions ne sont pas aptes demain à gérer le social. Il nous faudra des ressources transférées en dotation et une fiscalité dynamique, évolutive, propre. François Patria, vous nous dites on sera plus fort à 2, mais même à 2, on sera petit. Il y a une concurrence aujourd'hui entre les territoires. 2 pauvres ne vont pas faire un riche. Oui, mais votre logique, c'est de dire qu'il n'y a pas besoin de région. Quand on est la France entière, on sera encore plus riche. Enfin, on sera plus grand. Votre raisonnement, il est un peu par l'absurde, je veux dire. On a 2 régions complémentaires qui ont ensemble du patrimoine, de l'agroalimentaire, de l'industrie, de la recherche, qui veulent aujourd'hui des universités. Vous avez vu? Quand on veut fusionner les universités, quand on fait la méthode volontariste, ça met 10 ans. Quand on veut fusionner les régions, si on y va par la loi, ça met 1 an. Donc je pense qu'il faut accélérer le processus aujourd'hui. Il faut accélérer le processus et qu'on aura 2 régions. D'ailleurs, il y aura maintenant demain, non plus, il y aura 15 régions et nous ne serons pas les plus petits. Enfin, on ne sait pas exactement pour l'instant. Mais si, parce que vous savez, alors là, on peut donner de l'information. La commission ad hoc. Vous parlez de ce qui a été voté au Sénat cette semaine, mais ça va revenir à l'Assemblée, donc elle n'est pas définitive cette carte. Non, mais là, il y a un accord. Il y a eu un accord politique.
qu'il y ait un accord politique déjà à la fois avec le gouvernement et entre les groupes dans les deux assemblées. L'Alsace va reprendre son indépendance, donc il y aura à côté Lorraine et Champagne-Ardenne. Et puis, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, il semble que la fusion ne se fasse pas. Donc on en aura 15. Et dans ce cadre-là, on ne sera pas les plus petits. Voilà, mais sur cette question qui revient régulièrement, vous allez être les plus petits. Mais vous vous posiez la question auparavant, la Franche-Comté était la plus petite et ça vous empêchait de vivre. La Bourgogne était dans non, les plus... mais c'est vous qui nous dites que les états-majors économiques étaient demandeurs de cette fusion. Les chefs d'entreprise aujourd'hui dans nos régions disent qu'il faut absolument qu'on fusionne parce que comme ça va créer de la croissance, de l'emploi, tout ça. C'est vraiment le problème principal aujourd'hui. Oui, mais absolument. Aujourd'hui, on a besoin d'être à deux pour prendre les risques aux côtés des porteurs de projets. Ça, c'est le métier de la région. Et donc, on sait qu'à deux, en mutualisant les moyens, en unissant nos forces, en allant chercher des moyens à l'Europe, on sera plus aux côtés des acteurs de la recherche et des acteurs économiques. Mais autrement, cette question qui revient régulièrement, à deux, vous allez être encore des nains, mais est-ce qu'on se posait la question? La Franche-Comté est-elle naine? Est-elle pas naine? La Bourgogne? Ça arrivait parfois quand on faisait des comparaisons. Sans rentrer dans... En Allemagne, la région la plus dynamique et la plus petite. Je rappelle. C'est la région la plus C'est dynamique. l'exemple que prend Roussel, président de la RF. La région la plus dynamique, c'est la plus petite. Alors j'espère que demain, c'est la sera la Saxe, région la 1 plus dynamique. million d'habitants, effectivement. On a parlé des compétences quand même. Un petit retour sur les compétences. Parce que, en même temps qu'on discute des régions, on est en train de discuter de la suppression éventuelle des conseils généraux. On est en train de mettre en place les métropoles. Moi, j'avais envie de prendre un exemple. On sait que, par exemple, les métropoles souhaitent avoir la compétence économique. Alors, on ne sera peut-être pas dans ce cas-là en Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'on n'a pas une métropole la taille de Lyon, par exemple, mais quand même. Est-ce qu'il n'y a pas pour vous un vrai questionnement aujourd'hui sur quelles vont être les compétences de ces nouveaux conseils régionaux, sachant que peut-être que les départements vont devoir en lâcher, peut-être que les métropoles veulent en récupérer. C'est flou encore tout ça. Il est admis par le président de la République et par le Premier ministre que la compétence économique, elle doit aller aux régions. Ça a été dit, c'est repris par la loi qui va être en débat. Mais les métropoles font du lobbying pour oui, mais pour à ce moment-là, il y a un conventionnement à avoir entre régions et métropoles, parce que effectivement, aujourd'hui, il y a un vrai couple institutionnel en matière de développement économique, c'est les régions et les agglomérations, donc les régions et les métropoles. Et aujourd'hui, nous travaillons la main dans la main, région et agglomération. Donc, région et métropole, c'est pareil, il faut qu'on conventionne, parce que la métropole, c'est très important qu'elle ait des compétences économiques, sauf que c'est pas elle, sur ce qui est en dehors du périmètre métropolitain, qui est à même véritablement d'être responsable du développement économique. Est-ce qu'on va simplifier le millefeuille, François Patria? Je l'espère. Je l'espère. Quoique ce terme soit aujourd'hui un petit peu banalisé, je crois qu'il faut surtout clarifier. Il faut que les Français, que ce soit les individus, les citoyens, que ce soit les porteurs de projets, que ce soit les entreprises, sachent avec qui ils travaillent demain. Et donc, en matière économique, en matière culturelle, en matière touristique, quel est mon interlocuteur? Aujourd'hui, on a un interlocuteur multiple. Moi, il y a longtemps que je suis pour la suppression de la clause générale de compétences. Il faut qui permet à chaque collectivité d'intervenir sur des projets, de subventionner des projets, même en dehors de son champ de compétences naturelles. Tout à fait. Donc, c'est ça. C'est d'abord une clarification. Ensuite, alors là, je pourrais faire un reproche à la méthode qui a été retenue. C'est que, avant de dire qu'on veut supprimer un étage, il faut dire qui va faire le job. Qui va faire la fonction? Qui va assumer? Si on dit le département demain est appelé à disparaître, moi je pense qu'il est plutôt appelé à se transformer dans sa nature, dans ses compétences, dans sa fonction. Attendons la loi qui va arriver au Sénat début décembre. On va avoir une déclaration du Premier ministre mardi, qui va nous en parler un peu. Il y aura toujours, avec de grandes régions, des échelons territoriaux intermédiaires. Est-ce que ce seront une région qui sera territorialisée? Est-ce que ce seront un Sénat des intercommunalités? La fonction sociale, elle peut être assumée dans les métropoles, dans les grandes villes, bien sûr, par les agglomérations. Elle peut l'être en proximité. Dans le territoire rural, il faudra des représentants pour le faire. Voilà. On va continuer à essayer de comprendre ce que signifie cette fusion des régions avec quelqu'un qui vient de travailler dessus. La semaine dernière, le Conseil économique, social et environnemental de Bourgogne a rendu son avis sur le projet de fusion. Et nous accueillons son président, François Berthelon. Voilà. Bonjour François Berthelon. Bonjour. Merci vous aussi d'être venu à PEM dans ce lieu
à équidistance, on va dire, du cœur des régions. Vous allez nous expliquer cet avis, mais on parlera aussi de ces fusions en général, parce que vous êtes aussi le président des Césaires de France, François Berthelon. On va redire juste, en quelques secondes, pour ceux qui nous regardent, ce qu'est le Conseil économique, social et environnemental. On pourrait traiter ça en 3 heures, mais en 2 secondes, ça va être... quelques secondes. C'est la 2e assemblée à côté du conseil régional qui forme l'entité régionale. Oui. Donc c'est un conseil qui est composé de personnalités issues du monde de l'entreprise, donc l'ensemble des syndicats, patronaux, de salariés, le monde associatif et des personnalités qualifiées. Il a comme tâche principale de répondre à toutes les sollicitations, et c'est des compétences obligatoires, des présidents de région sur tout ce qui va être finance et budget, les contrats de plan État-région, et sur la possibilité de s'autosaisir sur des sujets qui impliquent la vie de la région. Alors, la fusion, François Berthelon. C'est vite dit, hein. Oui, bon. Mais c'est un assez bon résumé, en tout cas une base. La fusion, en gros, vous avez dit que ça peut se faire, que ça peut marcher, mais à certaines conditions. Est-ce que je le résume bien? Voilà. En fait, la question qui nous était posée par François Patria et Marie-Guide Dufay était quelles sont les conditions de réussite pour la fusion de Bourgogne et de Franche-Comté. Moi, je pense, à titre personnel, et on en parlera peut-être tout à l'heure en ce qui concerne le niveau national, je pense que cette fusion de régions, c'est une chose essentielle. Bon, c'est important pour le devenir du territoire national et bien évidemment pour chacune de nos régions. Parce que vous avez parlé il y a quelques instants de la taille des régions, vous avez parlé des nains qui font pas un grand géant, etc. Ce genre de discours m'agace. Clairement, pourquoi? Parce que ce n'est pas une question de taille. Small is beautiful. Il ne faut pas parler en anglais, d'accord? Mais c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas bon. Bon, on peut faire quelque chose d'extrêmement performant en ayant des petites tailles, en cultivant les synergies précises. C'est pas la peine de fusionner alors? Pardon? C'est pas la peine de fusionner alors? Mais si, parce que précisément, on a ensemble, en Bourgogne-en-Franche-Comté, je prendrai tout le pôle de compétitivité Vitagora qu'on peut développer aussi bien en Bourgogne qu'en Franche-Comté, mais à partir du moment où on le dit, plutôt que de simplement l'avoir un peu dans une région et un petit peu moins dans l'autre, à partir du moment où on annonce que toutes les entreprises bossent ensemble, ça donne du dynamisme à tout ça. Le véhicule du futur... Il faut être une grande région pour que les entreprises des 2 régions travaillent ensemble. Écoutez, les entreprises, je suis chef d'entreprise et je le revendique fortement. Les entreprises, elles n'ont pas attendu non plus pour bosser les unes avec les autres qu'on nous annonce une modification administrative. Mais il ne faut pas oublier qu'à partir de l'instant où on donne des structures, où on donne ce que les 2 présidents ont dit tout à l'heure, on leur donne des structures leur permettant de travailler en commun, de se faire connaître et reconnaître, pas seulement en Bourgogne et en Franche-Comté, parce qu'on se connaît un petit peu, mais vis-à-vis des autres régions, vis-à-vis du national, vis-à-vis de l'international, là, on a véritablement de l'impact. Il faut peut-être arrêter de penser que cette réforme territoriale, elle n'est faite que pour nous en région. Non, je dirais qu'en région, elle n'a pas d'intérêt. Elle a un intérêt pour le rayonnement de nos régions. Et là, oui, effectivement, il y a un potentiel. 3 conditions, a dit le Césaire de Bourgogne, pour que ça marche, si je résume. Il faut que ça améliore les conditions de vie. Il faut que ça permette de garder des ressources pour mettre en œuvre des politiques. Et il faut que cette fusion provoque un dynamisme démocratique. Alors, améliorer les conditions de vie, bon, on peut à peu près tous être d'accord là-dessus. Garder des ressources pour mettre en œuvre, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut quand même dire que il faut, bien évidemment, et je pense que c'est quelque chose qui est essentiel, ne pas oublier que la Bourgogne restera la Bourgogne et la Franche-Comté restera la Franche-Comté. Faire une seule et unique région ne veut pas dire fondre les 2 entités l'une dans l'autre, ça veut dire mettre en commun et devenir plus efficace. Mais ça ne veut pas dire demain matin que Besançon sera l'annexe de Dijon ou Dijon l'annexe de Besançon. Bon, je mets les pieds dans le tas. Mais que les Bisontins ou que les Franc-Comtois ne seront pas lésés ou les Bourguignons. C'est beaucoup plus la mise en force des 2 territoires l'un par rapport à l'autre. On va faire réagir Marie-Guide Dufay sur cette question parce que évidemment en Franche-Comté il y a eu ces questions-là sur l'identité. Fusionner des entités administratives, ça ne veut pas dire perdre son identité régionale, évidemment. Cette question d'identité, elle ressort pas simplement en Franche-Comté. Je pense qu'en Bourgogne aussi, même si c'est moins vif qu'en Franche-Comté. Alors,
Premièrement, l'identité franc-comtoise, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des identités entre le sud du Jura et le nord Franche-Comté. Ce ne sont pas les mêmes identités. Ici, dans le secteur de Pem, je ne suis pas sûre qu'on se sente aux Jurassiens, hein. Mais il y a effectivement des identités, mais qui ne sont absolument pas solubles dans une nouvelle organisation administrative. En Franche-Comté, depuis que la Franche-Comté existe, le Jura continue d'exister et se revendique comme tel. Les Jurassiens sont toujours les Jurassiens et pourtant, la Franche-Comté s'est affirmée administrativement. Donc demain, la grande région Bourgogne-Franche-Comté s'affirmera administrativement avec des conséquences positives pour le développement de nos territoires et donc pour les habitants, mais on aura toujours des Nivernais, des Côtes-d'Oriens, des Jurassiens. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. François Berthelon, troisième condition, je reviens à mes trois conditions. La fusion doit provoquer un dynamisme démocratique. Qu'est-ce que vous dites à François Patria, le président du Conseil régional de Bourgogne, pour qu'il y ait un dynamisme démocratique? Je vous laisse lui dire ce que vous voulez. Bien, je vais pas être extrêmement désagréable, contrairement à ce qu'à mon avis vous essayez de me faire dire. Pas du tout, pas du tout. Je pense que cette réforme, comme je l'ai dit au démarrage, est une bonne réforme. Enfin, c'est une réforme essentielle. Cette réforme, par contre, elle a été effroyablement mal préparée et engagée. Elle a manqué de pédagogie, mais je dirais que c'est pas la faute des présidents de région. Et là, je les dédouane véritablement. Je dis qu'au niveau national, cette espèce de puzzle qu'on a voulu faire, où on a changé, et on continue d'ailleurs de changer, hein, il y a encore des choses qui sont à faire, c'est pas les présidents de région qui l'ont souhaité. Les présidents de région, ils ont dit on souhaiterait éventuellement se rapprocher, fusionner et pourquoi pas arriver véritablement à cette notion de grande région. Mais c'est véritablement, et je charge pas hein, en termes politiques, le Césaire ne fait pas de politique et je me l'interdis de façon absolue. Mais c'est au niveau national, au niveau du gouvernement, que, à mon avis, les choses ont été mal présentées. Et là, il y a eu un manque de débat démocratique. On n'a pas expliqué aux gens. Et quand on ne connaît pas les choses, on a un certain recul, voire une certaine peur. Et donc, nous, au Césaire, par exemple, on a fait un débat représentant, je dirais, la société civile organisée. Eh bien, on a fait venir tout le monde, et puis les syndicats patronaux, les syndicats de salariés, tout le monde s'est exprimé en représentant tout ce qu'il représentait. Là, effectivement, ça commence à venir un petit peu dans les esprits. Mais quand on ne connaît pas les choses, en général, on commence par les critiquer. Et c'est là où, à mon avis, il y a un déficit. Donc, je pense qu'il y aura, je l'espère, quelque chose d'un peu plus exemplaire à faire. François Patria, votre réponse? Alors, il y a eu beaucoup de questions de poser. La méthode, je vais y revenir ensuite, hein, sur la méthode, le choix du gouvernement. D'abord, ça fait 8 ans qu'on tourne en rond. Et moi, je crois que nous sommes en train de réparer le péché originel. Lorsqu'ont été créées les régions, dans les années 72, on a déjà fait des grandes régions et des petites régions. Parce qu'on a pensé que calquer uniquement sur l'histoire, sans penser à l'économie, ça pouvait marcher. Je prends l'exemple d'une région qui ne change pas aujourd'hui. On va prendre Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les métropoles de Marseille ou de Nice ont un rôle néfaste sur l'ensemble du territoire? Est-ce que ces départements ou ces métropoles n'aident pas par ailleurs le territoire que sont les Alpes de Haute-Provence? Est-ce qu'à Digne, on n'est pas content d'avoir une région qui soit aujourd'hui... Donc la question ne se pose pas pour eux. Ils appartiennent à la région PACA, ils ont été englobés au départ, et si on avait fait la région Bourgogne-Franche-Comté, on ne sera pas là aujourd'hui. Bien, on essaye d'avancer. En second lieu, est-ce que... Élan démocratique derrière. Bah oui. Eh bien écoutez, j'étais hier à la maison familiale d'Agincourt, canton de Nuits-Saint-Georges. Très bien, très belle ville. Mondialement connue, même sur la Lune. Bien. Eh bien écoutez, j'avais à côté de moi le président des maisons familiales de Bourgogne. Il m'a dit, mais vous avez tout à fait raison, monsieur Patria. Voilà une base, la base, comment ça va se décliner. Il a dit, nous devons faire tout de suite l'association des maisons familiales rurales Bourgogne-Franche-Comté. Et je pars y travailler cet après-midi. Donc, voyez, oui, mais déjà... ça, c'est les institutions, François Non, Patria. C'est les gens qui ont des rapports avec le Césaire, par exemple. Mais le citoyen de la rue, le bourguignon de la rue, le franc-comtois de la rue, dans un an, on est en campagne électorale probablement pour les nouvelles régionales. Le franc-comtois de la rue ou le bourguignon de la rue, il ne connaît pas ces maisons familiales rurales et il ne pense pas que demain, il y aura un meilleur tissu, un meilleur réseau. Est-ce qu'il a compris pourquoi les deux régions vont fusionner, le bourguignon et le franc-comtois de la rue? Mais est-ce qu'on tourne autour de la question, par exemple, du référendum, de demander leur avis aux gens là-dessus? Il y a déjà eu
eu un sondage. François Il y a pas- Sauvadet, il y a eu le président juillet. du Conseil général de Côte d'Or que vous connaissez bien, qui est député par ailleurs, dit depuis le début, il faut un référendum, Oui, absolument. mais attendez, il fait un référendum. Il veut un Un référendum dans chaque Mais j'ai région. compris. Mais j'ai compris que Je le François laisserai Sauvadet. proposer, hein. J'ai déjà compris que François Sauvadet a déjà intégré lui-même, personnellement, politiquement, la fusion Bourgogne-Franche-Comté, qu'il y pense d'ailleurs très fort. Hein, je ne lui reproche pas d'ailleurs. Il a s'est raison de le déclaré faire. candidat, Mais que pour lui, il peut il dire n'a pas aujourd'hui, caché ses intentions, il tout. critique sans doute la méthode. C'est le rôle de l'opposant. C'est le rôle de l'opposant. Cette méthode a été la meilleure, non, mais quand je vous dis que depuis 6 ans, on tourne en rond, et quand enfin le gouvernement maintenant dit aux élus, bah, écoutez, vous avez assez joué, je décide et j'avance, eh bien, je soutiens le gouvernement quand il le fait. J'aimerais revenir à la question du dynamisme démocratique. Je vais vous redonner la parole, François Berthelon. Reste que, notamment dans les campagnes, en Franche-Comté ou en Bourgogne, dans les petits villages, il y a aujourd'hui un sentiment d'abandon par les pouvoirs publics. Il y a des villages qui ont perdu leur poste, il y a des sous-préfectures qui n'ouvrent plus aux horaires qu'elles ouvraient auparavant. C'est ce qu'on appelle la France périphérique. Il y a un sentiment d'abandon, d'éloignement des centres de décision. Et reste que ce projet de fusion, il s'inscrit dans cet élan-là. Que répondre à ces citoyens qui se sentent aujourd'hui abandonnés Attendez, abandonnés par qui? par les services publics? Les services publics? Mais quel service public? Mais je sais pas, je prends par exemple je la vois encore le nombre de sous-préfecture de gendarmerie Lure qu'il y a en dans les Haute-Saône que vous territoires. connaissez très Le nombre de certainement. bureaux de poste. Alors vous allez me parler des bureaux de poste. Service public, d'accord. Moi, quand je vais dans un conseil municipal, on me dit ma poste a fermé et que j'interroge les conseillers municipaux. Ils sont 11 ou 15. Et je leur dis combien parmi vous ont un compte à la poste et qui ne l'ont pas? Est-ce que c'est pas eux qui ont abandonné le service public? Est-ce que c'est pas eux qui ont abandonné le service public? Attendez, donc, Que répondez-vous en tant qu'élu à ces citoyens qui s'interrogent sur l'éloignement des services publics, des centres de décision? En gros, est-ce que si la région est plus grande, ça va accentuer ce sentiment? C'est ça la question qu'on peut se poser. Là, vous êtes en train de flatter les mauvais penchants. Et moi, je n'apprécie pas ça. Non. Est-ce que vous avez pensé qu'on a changé? Est-ce que vous avez pensé qu'on est à l'ère du numérique et qu'aujourd'hui, interroger les agriculteurs, ils ne se posent pas le problème de la proximité. Ils font tous les jours leur déclaration PAC en ligne. Ils n'ont pas besoin d'avoir la DDA. Je reviens à l'exemple de Lure. En quelques années, cette sous-préfecture de Haute-Saône a perdu sa maternité. Lure en Haute-Saône. Sa maternité, Marie-Guy Dufay pourra confirmer. Le commissariat, la prison très récemment. Voilà, ce sont des services publics qui partent dans une ville moyenne. Et aujourd'hui, les habitants de ces territoires-là se sentent abandonnés par Parce qu'il n'y a plus la prison? Parce qu'il n'y a plus la prison? Non, mais sur ces services publics, ce sont des services effectivement de l'État. La région n'a absolument rien à voir là-dedans. Reste que le sentiment général est le même. Par rapport à ce sentiment général, moi je pense que la fusion, elle change rien. Que aujourd'hui, la région, qu'elle soit fusionnée ou pas fusionnée, elle doit effectivement répondre à cette question. Non pas des services publics qui sont délaissés parce que la population diminue, mais dans tous les territoires, il y a de l'initiative. Et comment est-ce qu'on porte cette initiative? Comment on la transforme en entreprise? Parce que aujourd'hui, nous avons besoin de créer des emplois et le métier de la région, il est d'accompagner la prise d'initiative économique. Donc, moi, je réponds à cela non pas par rapport aux services publics qui dépendent de l'État, je réponds par rapport à la compétence de la région qui est de booster le développement économique. Nous devons être très proches des territoires. Et la région, elle ne doit pas attendre qu'on vienne la voir en lui disant « tiens, on a tel projet, est-ce que vous êtes prêts à nous subventionner ?» Elle doit être tête chercheuse dans tous les territoires et se doter des moyens pour être tête chercheuse dans tous les territoires de l'initiative. François Berthelon, je vous propose de prendre un petit peu de hauteur. On était à Lure. Moi, je voulais J'ai essayé d'en prendre. je voulais rebondir sur la question des maternités. Je voulais parler de votre deuxième casquette, c'est président des Césaires de France, parce que là, on parle de Bourgogne-Franche-Comté. On a remarqué que là où il y a eu un certain nombre de manifestations publiques autour de ces fusions, je pense à l'Alsace-Lorraine par exemple, mais il y a eu la Bretagne aussi. Il y a eu un certain nombre, on va dire, de relents, pas toujours très glorieux, sur l'image que les uns et les autres ont des régions qui vont être amenées à fusionner, on va dire. Est-ce que la Bourgogne-Franche-Comté est très avancée et est-ce que vous, de votre point de vue, quand vous parlez avec tous les autres Césaires de France, il y a des inquiétudes plus marquées, il y a des impossibilités beaucoup plus fortes
à mettre en place ces fusions? Alors, vous m'excuserez, mais je vais reprendre la parole sur la fin de la dernière question, parce que j'avais vraiment quelque chose à vous redire, et on va repasser au national aussi tout de suite derrière. Je pense que dans tout ce qu'on est en train de se dire, il y a un tout petit peu de surréalisme. Parce que quand on se dit, effectivement, on s'éloigne les territoires, il y a des manques, etc. Mais il va quand même falloir aussi un jour intégrer le fait qu'on n'a plus de sous. Et que malheureusement, l'État manque de ressources. Aujourd'hui, les régions manquent de ressources. Et la question des transferts et des financements des régions me semble un point absolument capital. C'est pas par plaisir qu'on ferme effectivement des points qui sont essentiels, mais c'est aussi parce que au niveau national et donc obligatoirement au niveau régional, il y a quand même vraiment des soucis majeurs. Arrêtons de nous cacher derrière le petit doigt, faut quand même le dire. Bon, voilà, ça c'était mon petit coup de gueule très rapide, mais je reviens au national. Au national, alors effectivement, Bourgogne-Franche-Comté, je dirais que le mot Bourgogne-Franche-Comté, c'est un mot qui coule tout seul. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça marche bien. Et nos deux présidents de région ont été les deux premiers. D'ailleurs, ils nous ont mis un chantier assez extraordinaire au démarrage parce qu'ils nous ont un peu tous surpris parce qu'on ne s'attendait pas à cette annonce aussi rapide. Ils vous ont brusqué un peu. On a été un petit peu brusqués, mais de temps en temps, ça fait pas de mal. Et donc, on s'est tous mis à bosser. Les présidents de région, dans les 3 jours qui ont suivi, se sont mis à travailler ensemble. Et donc, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a un certain nombre de régions qui se mettent à fonctionner. Il y a des régions dans lesquelles c'est catastrophique, où je dirais que c'est presque les conseils économiques qui font le lien entre les deux conseils régionaux qui ne se parlent plus. Je prends le cas de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon, par exemple. Bon, il y a la question de l'Alsace qui est difficile. Et c'est vrai qu'il y a des régions où les choses se passent mal. Je me permets de dire au moins pour une fois, soyons heureux, soyons fiers. On le chante en Bourgogne, je suis fier d'être bourguignon et on sera fier d'être Bourgogne-Franche-Comtois. Eh bien, je pense que Bourgogne et Franche-Comté sont presque un modèle dans le genre parce que je trouve que les choses se passent quand même si ça coince un peu, ça se passe quand même vraiment pas mal. Et justement, avant que le mariage se fasse, est-ce que vous avez recensé déjà tous les points sur lesquels on est déjà marié en réalité entre Bourgogne et Franche-Comté? Est-ce que les Césaires l'ont fait, François Berthelon? Les Césaires ont travaillé dessus puisque ça fait partie du rapport qu'on a rendu il y a une semaine, qui est d'ailleurs consultable sur le site du Césaire. Mais je ne veux pas faire quelque chose de trop long en la matière. Mais il est vrai qu'en matière d'éducation, d'université, de santé, il y a déjà énormément de choses qui ont été faites. Et donc, il y a des choses qui fonctionnent déjà. Je ne vais pas parler des entités bancaires qui l'ont fait ou économiques qui l'ont fait depuis longtemps. En termes, on parlait tout à l'heure des entreprises. Les entreprises n'ont pas de frontières entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Je le dis encore, c'est la fusion des deux régions, c'est une synergie qui doit se mettre en place pour leur donner plus d'impact, mais ça marche déjà. Il y a déjà beaucoup de choses qui fonctionnent bien. On va vous remercier François Berthelon pour votre avis éclairé sur cette question. On va accueillir un nouvel invité sur ce plateau, un élu UMP, Jacques Grosperrin, conseiller municipal d'opposition à Besançon, capitale régionale de la Franche-Comté. Jacques Grosperrin qui était conseiller régional également jusqu'à il y a quelques semaines, jusqu'à son élection au Sénat. Il est désormais sénateur UMP et a donc participé au débat qui a commencé cette semaine sur la réforme territoriale. Bonjour Jacques Grosperrin. Vous souhaitiez interpeller nos deux présidents de région, notamment sur la place de Besançon dans cette future organisation territoriale. Oui, bonjour. Je vous laisse la parole. Bonjour. Pas simplement interpeller, simplement leur dire, et je reconnais, c'est vrai, la pugnacité de Marie Guite et de François Patria vis-à-vis de cette réforme que l'on ressent. C'est simplement plutôt m'étonner de la manière dont elle a été engagée, parce que le président de la République, lorsqu'il était candidat, c'était son engagement 54, disait je demanderai une participation plus forte des élus, une intervention plus prégnante vis-à-vis de cette nouvelle étape de décentralisation, et on se rend compte, ça l'a été fort bien dit tout à l'heure, que c'est une réforme qui est très nécessaire. D'ailleurs, les Français l'attendent. Les Français ne veulent plus de cet empilement, de ces différents types d'échelons qui existent à ce jour. Simplement, elle a été précipitée, elle a été bâclée, elle a été mal contournée. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aurait été plus intéressant de prendre le pouls des Français, de discuter en amont et non pas de faire ce qu'on appelle cet exercice de rattrapage que l'on retrouve à ce jour, pour essayer de justifier une décision qui a été prise début juin
avec le président de la République et l'ensemble des barons du PS, d'essayer de faire ces régions qui correspondaient plus à des engagements politiques, à des engagements philosophiques, culturels et économiques. Ça veut dire que vous êtes d'accord sur le fond de la réforme, mais pas sur la forme? On est d'accord pour le fait qu'il y a à ce jour trop d'échelons en France et il faut simplifier des choses. Simplement, cette réforme actuellement ne simplifie pas et ne supprime aucun échelon. On le voit bien, les doublons existeraient. Il aurait été intéressant de réfléchir également sur sur l'État. Je crois qu'il faut réformer l'État. Qu'est-ce qui va arriver au niveau des sous-préfectures? Qu'est-ce qu'on va faire des directs? Qu'est-ce qu'on va faire des fonds régionaux d'art contemporain? Qu'est-ce qu'on va faire de tout un ensemble de doublons? Pas de doublons, mais qui existent à ce jour. Il y a 2 académies. Il y a l'académie de Besançon, il y a l'académie de Dijon. Est-ce qu'on va fusionner? Est-ce qu'on va enchaîner un ensemble de choses vis-à-vis de cela? Je crois que la réforme de l'État est une réforme nécessaire. La forme, je l'ai dit. Le fond, on l'a bien vu, il aurait été plus intéressant déjà de donner les contours, les compétences. Qui va faire quoi? À ce jour, on ne sait pas qui va faire quoi. Ça change tous les jours. Le calendrier change, les choses changent. C'est une réforme impréparée, non fonctionnelle, et nous sommes inquiets, nous les élus bisontins. Les élus bisontins sont inquiets, Marie-Guide Dufay. Beaucoup de questions de Jacques Grosperrin. Que pouvez-vous lui répondre? Sur la méthode, je ne sais pas s'il y a une méthode parfaite, hein, et puis j'ai eu l'occasion de le dire, qu'effectivement, elle n'est pas complètement parfaite, la méthode, mais on a le mérite d'avoir acté un chemin vers la réforme. Jusqu'à maintenant, on parlait, il y avait des rapports, il y avait des commissions sur la réforme territoriale, mais on ne passait pas à l'acte. Là, on est passé à l'acte de façon effectivement assez désordonnée, c'est vrai. Sur la réforme de l'État, mais alors je suis à 100% d'accord. Quand on parle des doublonnements, il y a bien plus de doublonnements entre les compétences d'une région et celles de l'État qu'entre régions et départements. Marie-Guide Dufay, il y a effectivement une sorte d'unanimité politique pour dire qu'il faut aussi que cette réforme des régions s'accompagne d'une réforme de l'État. Mais l'État d'ailleurs s'y est engagé. Pourquoi cela ne se fait pas? Mais l'État s'y est engagé. Le travail est en train d'être fait aujourd'hui dans l'ombre. Il nous est annoncé une revue des missions de l'État en région avec des premiers résultats pour janvier ou février. Le Premier ministre l'a annoncé, le travail est en train d'être fait. Et je sais qu'en tout cas, sur nos 2 régions, Bourgogne et Franche-Comté, les 2 préfets de région sont en train de travailler ensemble à rechercher la façon la meilleure d'équilibrer les services entre ceux de l'État et ceux des régions. François Patriat, je vous voyais hocher la tête quand Jacques Grosperrin, juste à côté de vous, disait justement il faut réformer l'État. Vous êtes d'accord? Attendez, je vais venir, mais vous savez, les réformes de structure, les Franc-Comtois et les Bourguignons qui nous regardent, je ne suis pas sûr que ça les passionne vraiment. Ce qui les passionne, c'est votre question. Et on est passé trop vite dessus. Ce sentiment d'abandon qui est réel, vous savez bien, et que les Bourguignons et les Franc-Comtois ressentent. Il ne faut pas le flatter. Il faut essayer au contraire d'y remédier ensemble. Et quand on dit « sont abandonnés », tout le monde applaudit. Eh bien, donnons-lui des remèdes. Ils sont inquiets si on supprime les conseils généraux. C'est ce que disent les conseillers généraux actuellement. Non, ils ne sont pas inquiets des conseils généraux, c'est pas ça. Ils sont inquiets de leur sentiment d'être éloignés des services, comme vous l'avez dit. Moi, je renverse la question. Je dis, est-ce qu'il ne faut pas, dans chaque partie du territoire, je suis rural, j'habite rural, je vis rural, je veux des campagnes vivantes dans des espaces de qualité et de proximité. Et la proximité, elle s'organise de façon intelligente aujourd'hui. Quand vous me parlez d'une maternité qui ferme, j'entends bien le désespoir du territoire, la maternité. Une maternité, un tribunal, un commissariat de police. Non mais laissez-moi terminer. Commissariat de police, un mot. Quand on a réformé les gendarmeries, je l'ai vu sur mon propre territoire, aujourd'hui, la réorganisation des brigades fait qu'il y a plus de gendarmes sur le territoire qui sont plus disponibles et qui sont plus présents. Pourtant, au début, on m'a dit, ma gendarmerie s'en va. Non, maintenant, c'est mieux. Bien. Maternité. Est-ce qu'il faut des maternités partout, avec des médecins qui ne veulent pas y aller, des obstétriciens qui ne veulent pas y aller, les anesthésistes qui ne veulent pas y aller, parce qu'on va faire 200 ou 300 actes. Vous avez vu ce qui est arrivé dans le sud-ouest, quand on était obligé de fermer parce que dedans, il y avait une maternité maintenue à la demande des élus, qui a amené le drame que vous avez connu. Moi, je veux des établissements sécurisés. Il faut 2 CHU forts en Bourgogne et Franche-Comté. Il faut des médecins formés à la campagne pour l'acte d'urgence et des centres qui soient capables de les accueillir. C'est comme ça qu'on répond à la proximité et l'abandon aujourd'hui.
Même chose pour les écoles. Quand on organise des pôles scolaires aujourd'hui, la commune dont j'étais le maire, 200 habitants, j'ai fermé l'école pour faire un vrai pôle scolaire. Tout le monde aujourd'hui s'y retrouve. Donc n'abandonnons pas dans le sens de l'abandon, au contraire, mais essayons d'y apporter des remèdes intelligents. Alors pour répondre à la question qui m'a été posée ensuite. Alors là, je considère que la réforme de l'État, elle est nécessaire et adjacente à la réforme territoriale. On va poser le problème des sous-préfectures. Regardez sur un territoire que je connais bien. Bourgogne-Franche-Comté, sous-préfecture à Vallon, Sens, Tonnerre, sous-préfecture à Louhans, à Charolles, à Autun, à Châlons. Alors, si je dis ça aujourd'hui, on va dire, ça y est, Patria est contre les sous-préfectures. Non, mais est-ce que maintenant, la sous-préfecture, il faut repenser. Je pense par exemple qu'en Côte d'Or, une sous-préfecture à Montbard, c'est bien. Une sous-préfecture à Dijon, c'est bien. Faut-il une sous-préfecture à Beaune? Je vais me faire beaucoup d'ennemis ce matin. Mais je pense qu'il faut y réfléchir ensemble parce que, est-ce que maintenant, avec le mode de déplacement, avec la façon dont on utilise la préfecture ou la sous-préfecture, on peut réfléchir autrement. Et il en va de même des services publics. Si demain, il y a des doublons entre les régions et l'État, eh bien, ce processus, il est engagé. Inexorablement, les services, d'ailleurs, le sentent bien et il faudra le faire à tout prix. Monsieur Grosperrin, question d'un journaliste bourguignon à un élu franc-comtois. Est-ce que derrière ce que vous dites, il y a, de façon sous-tendue, la peur pour les élus bisontins, par exemple, de se trouver noyés dans quelque chose ou de perdre dans cette fusion ? Je crois que c'est pas simplement perdre dans cette fusion. C'est vrai que les élus byzantins s'interrogent parce qu'à ce jour... Parce qu'il y a des mots qu'on ne dit pas dans le débat, mais qui sont un petit peu sous-jacents. Bien sûr, actuellement, il y a beaucoup de services administratifs. On voit les sièges sociaux des banques sont partis à Dijon, quitter Besançon pour aller à Dijon. Le RFF est parti de Besançon pour aller à Dijon. Il y a beaucoup de services qui sont partis et on a l'impression que Besançon, depuis de longues années, commençait déjà à être un peu dépossédé tout un ensemble de centres administratifs. Et il est vrai que les Byzantins redoutent une seule chose, c'est que Besançon devienne la sous-préfecture de Dijon, de la Bourgogne. Et on le sent déjà, on le sent poindre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de cela ? On l'a entendu tout à l'heure, il faut essayer d'être fort. Les coopérations existaient déjà. On le sent au niveau de l'université, ça a été dit. On le sent sur d'autres choses, ça a été dit et fort bien dit. Simplement, je crois qu'il faut réfléchir et je pense que cette réforme est mal engagée parce que on a bien compris que c'était au lendemain d'une élection perdue. Il fallait occuper la scène médiatique en disant, voilà, nous sommes les réformateurs et vous êtes les conservateurs. Alors que ce n'est pas ça. Nous sommes pour une réforme, mais nous ne sommes pas pour ce type de réforme-là. La dette de la Bourgogne est de 360 € par an, par habitant. La dette de la Franche-Comté est de l'ordre de 170 €. Donc la dette de la Bourgogne... 312 € pour la Bourgogne, 164 € pour la Franche-Comté. Oui, c'est ça, 160, ouais, tout à fait. Donc 2 fois plus importante. Qu'est-ce qu'on va faire une fois que les budgets seront fusionnés? Est-ce que cette dette bourguignonne sera prise en charge par les Byzantins, tout en sachant qu'actuellement l'équilibre du territoire a déjà été fait, les grands travaux ont été faits, les grandes perspectives ont été faites, etc. Il va falloir à un moment donné se dire que la dette bourguignonne, ce sont les francs-comtois qui vont la payer. Alors justement, j'avais interrogé Marie-Guide Dufay là-dessus, qui nous avait fait le plaisir de venir discuter de cette question-là avant l'été même. Et vous m'aviez dit à l'époque, oui, mais ça c'est un atout pour la Franche-Comté pour négocier avec la Bourgogne. Alors, que peut-on négocier quand on a une dette 2 fois moindre que le petit camarade avec lequel on s'associe? Faut arrêter avec cette histoire de dette qui est affichée comme un chiffon rouge. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont contre la réforme avancent ce chiffon rouge, la dette. Alors d'abord, la dette, c'est pas sale, la dette. C'est la dette des collectivités. Elle est faite pour investir. Aujourd'hui, on parle de la dette de la France et on est très inquiet de la dette de la France. Et la dette de la France, elle n'a rien à voir avec la dette des collectivités. Les collectivités n'ont pas le droit de s'endetter pour leurs dépenses courantes de fonctionnement. Les collectivités empruntent et donc augmentent leur dette pour investir. Investir dans les TER, investir dans les lycées, investir dans les grandes infrastructures. Et la Bourgogne a énormément investi au niveau des trains. Tout à l'heure, le président Patria l'a dit, effectivement, il y a un réseau ferré qui est beaucoup plus dense que celui de la Franche-Comté. Et donc, je pense qu'une partie de la dette de la Bourgogne, elle vient de cela. Il le confirmera, je crois. Et la dette de la Bourgogne, elle est en train, parce qu'une dette, ça ne s'analyse pas à l'instant T, on regarde ça sur les années à venir. La dette de la Bourgogne, elle est en train de décroître au moment où la dette des Francs-Comtois, du fait de nos acquisitions de TER, du fait de notre plan lycée d'investissement, est en train de monter. Donc c'est un vrai faux sujet. Alors, Vous, la réforme, vous n'avez pas répondu à ma question, excusez-moi.
c'est un atout pour la Franche-Comté au moment de négocier avec la Bourgogne. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette négociation ? Mais la négociation, ça va être le travail de fusion de nos budgets et nous allons voir effectivement nos engagements, ce que nous appelons nos engagements de programme, hein, nos Plus autorisations d'investissement en Franche-Comté qu'en Bourgogne, par exemple ? On va voir qu'effectivement aujourd'hui, pour les 5 ou 6 années qui viennent, les autorisations de programme de la Franche-Comté sont probablement plus importantes que celles de la Bourgogne parce qu'on a un retard en matière d'investissement. François Patria, vous vouliez répondre. Ouais, non, mais je voulais répondre à mon collègue sénateur que j'écoute avec attention sur la méthode et la réforme. Vous savez, ça c'est aussi un mal français. Tout le monde pense qu'il faut une grande réforme fiscale. Tout le monde pense qu'il faut une grande réforme territoriale. Tout le monde pense qu'il faut des réformes de simplification. Tout le monde veut des réformes, c'est jamais la bonne, c'est toujours pour les autres. Toujours pour les autres. Hein. L'Europe, il faut réformer l'Europe. Mais c'est une autre Europe qu'on veut. C'est toujours jamais celle qu'on propose. Or, on en propose une aujourd'hui qui est malgré tout l'aboutissement de travaux parlementaires et gouvernementaux depuis 6 ans. Il y a eu la commission Cratin-Gebelot, il y a eu la commission Raffarin, il y a eu le rapport fait par l'ancien Premier ministre. J'ai participé à toutes ces commissions et on avait débouché sur une forme de consensus qui n'a pas abouti le jour où on a inventé le conseiller territorial. Après, on a tout remis sur le chantier. Aujourd'hui, c'est une méthode. Elle est sans doute pas parfaite. Je suis d'accord avec vous. On ne peut pas aujourd'hui supprimer un échelon sans avoir dit avant qu'il va le faire. Mais au moins, elle a le mérite d'avancer et l'Europe la regarde d'un bon œil. Et ça va nous arranger peut-être dans les discussions budgétaires aujourd'hui. Concernant la dette. Je peux répondre sur la dette. Alors d'abord, je ne voudrais pas laisser croire que la Bourgogne est endettée au-delà du possible. La Bourgogne, elle est dans la moyenne des régions. Nous sommes en 13e ou 14e position sur 22 aujourd'hui. Mais je rappelle quand même aux Francs-Comtois que la LGV Rhin-Rhône, nous en avons 10 km en Bourgogne. Qu'on en a payé près de 100 millions. Ça pèse dans nos 300 millions d'emprunts aujourd'hui. Et je m'en félicite. Et je veux que nous la terminions ensemble. Je veux que nous la terminions ensemble. Personne ne parle de la dette de l'Alsace aujourd'hui. Elle est 3 fois supérieure à la nôtre. Pourquoi ils ont payé 2 LGV? Parce qu'ils ont investi. Aujourd'hui, ce que nous avons investi, ligne à grande vitesse. Ce que nous avons investi aujourd'hui, parce que nous avons emprunté pour investir, à l'université, dans la culture, dans l'économie, ça servira aussi demain aux Francs-Comtois, comme les investissements francs-comtois serviront demain aux Bourguignons. Alors on va discuter entre nous, nous rapprochons nos budgets aujourd'hui, nous rapprochons nos ratios financiers. On arrivera à quelque chose d'intelligent pour le développement harmonieux de nos 2 territoires. François Berthelon, vous êtes resté avec nous. Alors moi j'en profite pour vous faire rebondir sur ce que disait M. Gros-Perrin sur la peur des Bisontins de devenir une sous-préfecture de Dijon. Et dans vos travaux, ça existe bien sûr ça, cette inquiétude Alors, et ces poids comparés des villes finalement. Je vais vous dire très sincèrement, on a travaillé de façon assez exemplaire entre les 2 conseils économiques. On a beaucoup travaillé ensemble et au début on a vraiment ressenti, je vous le dis, je parle très sincèrement, on a vraiment ressenti une crainte des Francs-Comtois et des Bisontins par rapport aux Dijonnais et aux Bourguignons. C'est vrai, et ça c'est absolument vrai. Je pense que on a un mérite énorme déjà dans nos 2 assemblées, c'est qu'on a commencé à travailler ensemble et à se comprendre et à mieux s'apprécier et on est en train de démonter un petit peu cette peur. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, manque de pédagogie au démarrage égale cette crainte, cette peur qui a existé. Moi, je peux vous le dire, parce que je suis né à Dijon, je suis farouchement attaché à mon territoire. C'est pour ça qu'on vous a assis à côté de Marie-Guide Dufay, bien sûr. Absolument. Et vraiment, c'est un territoire que j'aime. Et je peux vous dire une chose, quand j'entends dire les Bourguignons vont bouffer la Franche-Comté ou Dijon, mais pour moi, ça me paraît aberrant. J'entends, et je l'ai entendu fortement de la part de nos collègues bisontins, dire Dijon va bouffer Besançon. Eh bien, moi je peux vous dire une chose, en tant que Dijonnais, et en tant que Bourguignon, mais en tant que Dijonnais, pour répondre précisément à votre question, je ne ressens absolument pas ça de la part des Dijonnais par rapport aux Francs-Comtois et aux Bisontins. Vraiment, ce n'est pas la culture des Bourguignons d'aller dans ce sens-là. Et je peux vous dire une chose, c'est en travaillant ensemble, c'est en continuant de faire ce qu'on a commencé qu'on va arriver à démonter cette peur. François Berthelon, rapport de vos collègues francs-comtois, le Conseil économique, social et environnemental franc-comtois dit, je cite, qu'il faut mettre en œuvre un leadership basé sur un pacte d'équilibre et de coopération entre les 2 capitales régionales. Marie-Guide Dufay, un pacte d'équilibre, c'est quoi? Et très concrètement, où sera l'hôtel de région?
Oh, je ne sais pas si c'est ce qui est déterminant, hein, l'hôtel de région. La politique est faite de symboles, souvent, alors, il ne faudra pas les négliger, bien sûr. Si vous voulez une réponse à celle-là, je peux dire que l'hôtel de région pourra être à Besançon et la préfecture à Dijon, par exemple, ou vice-versa. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est surtout qu'on est en train d'entrer dans une réforme. On est en train d'inventer autre chose pour le développement de nos territoires. Nous n'avons pas de métropole. Dijon n'est pas une métropole, Besançon n'en est pas une. Et il nous faut, dans ce grand territoire d'équilibre que nous allons développer entre d'un côté Paris, Strasbourg et Lyon, il nous faut développer quelque chose d'autre. Et il nous faudra, je pense, dans l'avenir, arrêter de parler de la capitale régionale, parce que nous aurons à construire un équilibre qui sera un axe métropolitain entre Dijon et Besançon. Et cela passe par un projet politique. Parce que jusqu'à maintenant, effectivement, il n'y avait aucune régulation, aucun projet politique. Besançon et Dijon ont guère coopéré. Mais les deux régions, tout en ayant quelques coopérations, se tournaient plutôt le dos. Aujourd'hui, nous sommes fondamentalement dans autre chose et nous aurons besoin, concurrent à partenaire. Nous aurons besoin, effectivement, de faire en sorte qu'il y ait une harmonie de développement. Et puisque la question des services de l'État et des services des régions va se poser, mais il va falloir voir quelle répartition harmonieuse on fait. Imaginons que Dijon, qui est un grand axe ferroviaire, garde les services transport de la région et que Besançon garde les services éducatifs, par exemple. Allez, merci beaucoup Marie-Guide Dufay. François Berthelon, vous aviez envie encore de continuer, mais il nous reste 15 secondes avant le journal de midi, donc je suis obligé de vous remercier d'être venu à PEM, Monsieur Berthelon, Monsieur Gros-Perrin. Marie-Guide Dufay, François Patria, vous restez avec nous pour la deuxième partie de La Voix est libre. Ce sera juste après les informations de midi qui vont commencer dans une poignée de minutes. On va parler un petit peu de scénario politique peut-être aussi pour la région. À tout de suite.